va écouter donc un deuxième atelier euh, qui est sur l'imagerie et qui va nous être présenté par Olivier Lérès de Toulouse. Mais je ne suis pas sûr que vous m'entendiez. J'ai Si, pas si, si, le. si. Je t'entends très bien. Bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Vous me voyez là ou pas? Parfait. Ok, super, parce que je suis sur Mac, j'avais peur. Donc bonjour à tous. Et effectivement, je vais essayer de parler d'imagerie cardiaque dans la maladie de Fabry, sachant que c'était un petit peu difficile de ne pas enfoncer les portes ouvertes parce que beaucoup de choses ont été dites. Et le topo de Jean-Nicolas ce matin résumait très bien la problématique qui est essentiellement, selon moi, centrée autour de l'IRM. Et donc, j'ai fait le choix de vous présenter un cas un petit peu atypique qui amène à réflexion sur l'histoire naturelle et la physiopathologie de la maladie et d'essayer de positionner l'imagerie dans cette histoire naturelle. Alors, attendez, vous avez ici mes liens d'intérêt. Et je vais vous parler d'un homme de 67 ans qui s'est présenté, c'était en 2015, dans le service des maladies infectieuses et tropicales pour une pneumopathie bilatérale hypoxéniante qui n'avait pas d'antécédent particulier, si ce n'est au plan familial, et je n'ai pas mentionné qu'il avait deux frères qui étaient décédés d'une maladie cardiaque sans autre précision, et qui présentent une symptomatologie respiratoire fébrile au décours d'un voyage en Arabie Saoudite. Et pour la petite histoire, j'ai repris le dossier hier, il avait un MARS-CoV, donc vous voyez que le Covid n'est pas totalement nouveau, et puis il était hypoxéniant avec une pneumopathie bilatérale, comme je vous le disais. Là, vous avez sa radiographie thoracique. Et ce patient, de façon assez surprenante, donc il n'avait pas d'insuffisance rénale, mais vous voyez qu'il a un TPO-BNP assez ascensionné, puis un syndrome inflammatoire important, pas de protéinurie, débit de filtration glomérulaire à considérer comme normal. Et son électro, en plus de ce BNP franchement ascensionné, vous montre cet aspect de bloc droit, cet axe gauche, et puis ces anomalies de la repolarisation dans le précordium. Et donc, l'ensemble motive la réalisation d'une échocardiographie que je vous montre ici. Et vous voyez d'ores et déjà, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche en regard de la paroi septale, et puis un amincissement franc de la paroi inféro-latérobasale. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît dans la maladie de Fabry. Mais ce qui est un petit peu surprenant dans la présentation de ce cas, vous le voyez, c'est que vous avez un aspect de séquelle apicale avec ce thrombus apical et ce contraste spontané. Et puis, indéniablement, une dysfonction systolique ventriculaire gauche avec peut-être un asynchronisme qui accompagne ce bloc. Vous avez un strain altéré. Alors ici, là, le strain, il n'est pas lisible ici, mais c'est à moins 8%. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une morphologie de strain comme on peut avoir l'habitude de le voir dans la maladie de Fabry. Alors on avait, ici c'est après diurétique, on avait des pressions de remplissage qui s'étaient entre guillemets normalisées, et puis un indéniable trouble de la diastole sur le Doppler tissulaire. Et puis, excusez-moi si la qualité de l'image n'est pas excellente, on avait une dysfonction systolique ventriculaire droite sur le TAPS, sur l'onde S. Donc, chez ce patient, naturellement, on est parti sur l'IRM cardiaque. Et je vous rappelle qu'on était en 2015 à l'époque. Et vous voyez, vous avez les séquences cinées sur la gauche, puis les séquences de rehaussement tardif sur la droite. Vous voyez, outre cet amincissement pariétal, cet aspect de rehaussement tardif de la paroi inféro-latérale et ici basale, qui est une sémiologie bien connue dans la maladie de Fabry, dont Jean-Nicolas nous a largement parlé tout à l'heure. Et puis, je vous montre cette image avec ce thrombus apical, ce rehaussement tardif apical qui nous avait avec peut-être une zone de no-reflow qui peut nous donner l'impression qu'on est sur un rehaussement tardif épicardique, mais qui est en fait transmural sur l'ensemble des images qu'on avait, qui peut donner l'impression d'une séquelle apicale. Voilà, et vous avez ici la même image en long axe, donc de ce rehaussement tardif apical que vous voyez avec ce thrombus en grelot qui nous avait donné cet aspect de séquelle apicale. Donc fort naturellement chez ce patient, on est parti sur une exploration angiocoronarographique qui retrouve des coronaires lisses. Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'elles soient lisses? Parce qu'on pourrait se dire qu'il a des coronaires non sténosantes avec pourquoi pas des plaques qui se sont rompues, mais là on n'avait pas du tout l'impression qu'il avait un quelconque athérome, et puis c'était un patient qui n'avait aucun facteur de risque athéromateux, et vous voyez que ces coronaires sont bien lisses. Alors, enfin des coronaires de son âge, 67 ans. Donc chez ce patient, on se retrouve patient de 67 ans, dysfonction systolique ventriculaire gauche avec des anomalies de cinétique segmentaire, une insuffisance cardiaque indéniable, une hypertrophie ventriculaire gauche, en tout cas en regard de la paroi septale, et puis du rehaussement tardif transmural et un amincissement pariétal, donc tout à fait compatible avec des séquelles de nécrose, inféro-latérobasale et apicale, mais sans coronaropathie sous-jacente. Et du fait de l'hypertrophie ventriculaire gauche, la thématique c'était comment affirmer le diagnostic.
eh bien, on est parti sur un dosage de l'activité alpha-galactosidase qui s'est révélé effondré. Vous le voyez, norme à 27, chez le patient on a 1. Et peut-être que chez une femme, ça aurait été problématique parce qu'on serait peut-être arrêté là. Donc chez l'homme, au moins, on a l'avantage d'avoir cette activité alpha-galactosidase qui nous permet de faire le diagnostic d'emblée. Et puis, ont été faits aussi dans la foulée, une fois qu'on avait le diagnostic un peu plus tard, les lysogB3 qui étaient ascensionnés et qui montraient la pathogénicité de ces déficits enzymatiques. Donc il a été génotypé et objectivé pour une mutation qui a été considérée comme pathogène sur le gène GLA. On l'a, et on pourra en reparler parce qu'on a proposé la mise en place d'un défibrillateur automatique implantable, notamment du fait de ces séquelles transmurales, cette dysfonction systolique ventriculaire gauche. On pourra en reparler. Nicolas, je crois que tu avais un cas clinique d'un patient qui avait une séquelle inférolatérobasale, qui avait fait une mort subite. Donc, la question a été posée à Jean-Nicolas tout à l'heure. Et le patient a refusé la mise en place de ce défibrillateur automatique implantable. Et puis, on a mis en place une enzymothérapie substitutive, un traitement de l'insuffisance cardiaque pour la dysfonction systolique ventriculaire gauche, et bien évidemment une anticoagulation efficace dans le cas de ce thrombus. Et puis, je vais rapidement vous parler de l'évolution parce qu'en fait, sur cet IRM que je vous ai montré, j'ai oublié de le mentionner, mais il manque un élément dont Jean-Nicolas a largement parlé, c'est qu'il manque le T1. Alors, on était en 2015 et moi, à l'époque, en 2015, on n'avait pas le T1 mapping. Et la question était comment affirmer le diagnostic. Et là, vous voyez que le diagnostic, l'imagerie nous a amené finalement à le suspecter, mais j'avoue qu'initialement, on ne partait pas du tout sur ce diagnostic. Et la simple hypertrophie nous a amené à faire le dosage de l'activité alpha-galactosidase, qui nous a permis de confirmer le diagnostic, mais l'imagerie nous a pas tellement orienté dans ce cas-là. Et encore une fois, en l'absence de T1, et Jean-Nicolas a insisté sur la force de ce T1 dans cette pathologie. Et puis ce patient, on l'a revu il y a une quinzaine de jours pour un nouvel épisode de décompensation cardiaque globale, avec cet électrocardiogramme que je vous montre, qui n'est pas tellement changé, des anomalies de la repolarisation, peut-être des QRS qui sont un petit peu élargies. Toujours cette rotation axiale. Et puis, je vous montre son échocardiographie avec ici une dysfonction systolique ventriculaire gauche franche. Et vous voyez cette paroi inférolatérale qui est tout à fait amincie, qui fait séquelle de nécrose presque. Et on verrait ça hors contexte. Eh bien, moi, je conclurais à une séquelle de nécrose ventriculaire gauche. Et l'hypertrophie, si elle existe, elle n'est pas forcément énorme chez ce patient. Et puis, vous voyez cet aspect de séquelle apicale avec un remodelage ventriculaire important. Et puis, je vais passer vite. Son strain ici qui est à moins 3%, avec probablement un asynchronisme qui vient minorer ce strain. Et vous voyez cette séquelle de nécrose franche à l'apex. Ce ventricule droit qui n'a pas l'air véritablement hypertrophique, hein, vous le voyez ici, mais qui est dysfonctionnel, mais pas tellement dilaté. Et puis vous voyez quand même, c'est assez impressionnant, cette séquelle, cet aspect très très aminci de la paroi inférolatérale. Il y a encore une fois de l'apex. Et ici, on a une localisation qui est un peu atypique de cette paroi fibrosée du ventricule gauche. Et puis voilà, bon, le profil mitral, toujours une dysfonction diastolique, un ventricule droit dysfonctionnel. Je passe un petit peu rapidement là-dessus parce que ce n'est pas de grand intérêt. Et donc, je vous montre son IRM avec toujours ici ce rehaussement tardif inférolatérobasal. Et ici, vous voyez que les images, elles sont assez superposables à ce qu'on avait en 2015, avec quand même un remodelage beaucoup plus franc de ce ventricule gauche, malgré la mise en place des thérapeutiques à la fois du Fabry et à la fois de l'insuffisance cardiaque. Et puis, peut-être une extension sur la paroi latérale de l'aspect de séquelles de nécrose. Alors, on a recontrôlé les coronaires, hein, je ne vous les remets pas parce que ce n'est pas d'un grand intérêt, mais on avait exactement le même statut coronarien, des coronaires lisses. Et puis, vous voyez un aspect très aminci, rehaussement tardif de tout l'apex qui a l'air de s'être peut-être un peu plus étendu. Et donc, depuis 2015, eh bien évidemment, on a eu la chance de pouvoir faire du T1. Alors, je suis désolé, les images ne sont pas de grande qualité, mais en gros, on retrouve un T1 ABC. Nous, notre norme, elle est aux alentours de 950-1050. En gros, on est à 1000. Et on retrouvait ici un T1 qui était aux alentours de 880-920 en fonction des différents endroits où on le prenait. Et je vous ai montré bien la paroi septale, puisque c'est la paroi qui nous intéresse, qui est hypertrophiée, puisque vous le voyez sur cette échelle de couleur. Si vous prenez la paroi inféro-latérale, eh bien, en fait, on a un T1 qui est augmenté. Et on a ici, d'un côté, un T1 abaissé dans la paroi septale, qui correspond à la surcharge. Et puis, la paroi inférolatérale qui est maintenant fibrosée amincie, on a un T1 augmenté, puisqu'on a une augmentation du volume extracellulaire et de la fibrose. Donc, en fait, l'évolution, la question qu'on s'est posée, et en quoi pouvait peut-être être utile l'imagerie, c'est est-ce qu'on a une évolution de la dysfonction systolique ventriculaire gauche due à une évolution naturelle de l'insuffisance cardiaque et du remodelage,
ou est-ce qu'on a une progression de la maladie malgré l'enzymothérapie substitutive. Et je pense que là, dans ce cas, véritablement, à mon sens, l'évolution du T1, et Jean-Nicolas, tu pourras nous dire ce que tu en penses, pourrait être intéressante pour voir si on est face à une évolution du Fabry malgré l'enzymothérapie substitutive qui pourrait nous inciter à changer de thérapeutique, ou si on est face à une évolution naturelle de son insuffisance cardiaque. Alors, on a dosé les lyso-Gb3 pour voir un petit peu la réponse thérapeutique. On avait une bonne réponse, enfin une bonne réponse thérapeutique initialement, et là, on est toujours en attente des résultats, donc ça pourra nous orienter. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a que l'imagerie, mais l'imagerie peut être un élément intéressant dans le suivi. Alors tout ça, moi, ça m'a interrogé sur l'histoire naturelle de la maladie. Je vous ai mis ici une diapositive qui est peut-être pas très lisible, mais qui en fait souligne le fait qu'on passe d'un processus purement intracellulaire à un processus extracellulaire, à un processus tissulaire, puis à un problème d'organes qui va mettre en place des processus neuro-hormonaux et de médiation inflammatoire ou autres, et qui vont aboutir à l'expression d'organes qu'on connaît. Et j'ai souhaité m'arrêter peut-être sur cet aspect tissulaire de la pathologie, parce que je crois que peut-être l'imagerie peut intervenir à ce niveau-là. Et on le voit, on va avoir une atteinte vasculaire, et notamment microvasculaire, c'est quelque chose qu'on connaît bien au niveau cérébral. On va leur faire des IRM cérébrales à la recherche de séquelles, etc. Et donc, on va, je crois, avoir un peu la même chose au niveau du cœur, une atteinte endothéliale, microvasculaire, cellules musculaires lisses. Et c'est pour ça, pourquoi pas, tu as montré une diapositive de perfusion en IRM, et pourquoi pas faire de la perfusion, parce qu'on sait qu'on peut avoir des anomalies de perfusion, et on sait que ça va être à l'origine d'un aspect d'une réaction inflammatoire qui elle-même va être à l'origine de la fibrose. Et je pense que l'imagerie potentiellement doit se situer sur cet axe pour être capable de bien explorer l'histoire naturelle de la maladie, voir à quel niveau on se situe, à quel niveau on va pouvoir intervenir et potentiellement monitorer la progression de la maladie. Et donc, je remets cette diapositive d'Albert Agege et de ses co-auteurs, dont beaucoup sont à cette table, enfin à cette visio, avec la problématique qui est peut-être un peu négligée de l'aspect endothélial et vasculaire qui va donner l'ischémie, cette part inflammatoire qui vont donner cette fibrose. Et finalement, on n'interviendra pas au même niveau si on est en amont ou en aval de cette fibrose et de cette part inflammatoire. Et donc, ne pas méconnaître, outre l'atteinte myocardique pure, et bien l'atteinte coronarienne et microvasculaire, mais également l'atteinte valvulaire. Je n'ai pas mis d'exemple, mais on a tous des exemples de patients qui vont avoir des atteintes valvulaires. Et donc, cette évolution d'un stade de surcharge intracellulaire à un stade de fibrose, et notamment inférolatérobasale, dont on explique mal cette localisation. Et donc, finalement, les outils qu'on va avoir en imagerie pour explorer tout ça, ça va être, on l'a vu, et Patricia nous en a parlé, eh bien, l'échocardiographie qui nous permet de faire le suivi, et notamment les outils de strain. Et le cas que tu as montré, Patricia, est assez intéressant, parce qu'on voit la progression sur la paroi latérale, et on a ici une topographie de strain qui montre cette fibrose et qui est bien corrélée au rehaussement tardif en IRM. Et puis, Jean-Nicolas a insisté dessus, c'est probablement l'IRM, et j'ai repris ton papier, tu vois, de Sado, là, c'est probablement l'IRM cardiaque qui va avoir la plus grande plus-value dans le suivi de ces patients, puisqu'on va être capable non seulement de monitorer et de mesurer l'hypertrophie, mais surtout, en fait, de voir progressivement la diminution de ce T1 qui va signer la phase de surcharge, puis l'augmentation de ce T1 qui va signer la transition de la surcharge vers une phase fibrotique. Et on le voit, j'ai fait une synthèse ici avec pas d'hypertrophie, T1 normal, puis T1 qui diminue sans hypertrophie, puis apparition d'hypertrophie avec T1 qui diminue, puis phase de transition vers l'inflammation avec augmentation du T1 et phase fibrotique. Et probablement que le plus intéressant, ce serait d'intervenir et d'être capable de dépister cette phase du milieu qui correspond à la transition d'une phase peut-être de simple accumulation sans retentissement clinique, à une phase où finalement l'impact thérapeutique sera extrêmement faible, et on a vu l'évolution de mon patient qui est arrivé directement à un stade de fibrose. Et je terminerai du coup sur cette diapositive où vous voyez, c'est plus un questionnement que des réponses. L'avenir peut-être, alors j'ai mis TEP IRM pour essayer de dire à tout le monde, mais l'avenir de la TEP, qui, on le sait, alors Jean-Nicolas, tu en parleras, en IRM, on a des moyens d'explorer l'œdème, notamment le T2 et le T2 mapping, mais on sait que ce sont des séquences qui sont un peu plus bruitées, un peu plus difficiles à interpréter. Et vous avez ici un exemple de Fabry, qui n'est pas de moi, bien sûr, je vous ai mis les références de la publication. Vous avez ici du rehaussement tardif qui s'accompagne d'un hyper T2, et on a souvent beaucoup de mal, on peut avoir du mal à interpréter le signal en IRM.
et vous voyez une fixation du FDG. Et vous avez ici un patient qui a une fibrose sans hyper-T2, donc il a passé la phase inflammatoire et on n'a plus de fixation du FDG, avec toutes les limites qu'on connaît de la TEP et du FDG, puisqu'il y a une fixation quasi physiologique du FDG par le myocarde et qui nécessite des régimes un peu particuliers qui font qu'on n'a pas toujours des images de qualité. Mais probablement, selon moi, que l'avenir de l'imagerie, ça va être capable de mettre en évidence cette phase inflammatoire qui est probablement, enfin c'est l'impression que j'en ai en tout cas à titre personnel, le tournant évolutif de cette pathologie et qui nécessitera probablement un assaut thérapeutique lors de cette phase évolutive de la pathologie.